Ensuite, il y aura la remise du prix Hubert-Gauthier et on va aussi dévoiler la nouvelle image de marque de la Société Santé en français. Alors, ne manquez pas ça à 17h aujourd'hui, heure de l'Est. Donc, une autre super journée ensemble. Mais sans plus tarder, j'aimerais céder la parole à Jennifer Zellmer, qui est PDG d'Excellence en Santé Canada, pour sa présentation, sa conférence intitulée Excellence en santé, une question de qualité et de sécurité. Jennifer? Merci beaucoup et bienvenue à tout le monde. J'essaie de faire le partage de mes acétates. Voilà. OK. Bon, alors, allons-y. Je me trouve toujours aujourd'hui en territoire ancestral algonquin-nocédé, près de la confluence de la rivière Rideau et de la rivière des Outaouais. Et cet endroit, j'ai appris, a longtemps été un lieu de réunion, un endroit où échanger, où discuter, où se rassembler. Alors, j'espère que même dans ce nouveau contexte virtuel, nous pourrons perpétuer et honorer ces traditions aujourd'hui. Et je vous invite à prendre une minute pour vous présenter dans la fenêtre de clavardage, je m'excuse, je pense toujours au chat, et indiquer de quel endroit vous vous joignez à nous aujourd'hui pour que nous sommes tous ensemble et nous pouvons partager. Et à propos du chat, je vous encourage à l'utiliser tout au long de la séance. Posez vos questions à tout moment. Profitons de cette communauté présente aujourd'hui pour échanger réflexions et ressources. Et pendant les présentations dans le clavardage, je lancerai la conversation en partant d'un postulat. Celui que chaque personne au Canada souhaite et mérite des soins et des services de santé d'excellence. Mais il lui reste encore du chemin à faire. Et j'étais très jeune lorsque j'ai réalisé à quel point les services de santé pouvaient varier d'un endroit à un autre. Mon arrière-grand-mère en Alberta vivait dans une résidence pour les personnes âgées, un endroit qui sentait l'urine. Nous devions lui faire passer en douce la nourriture qu'elle aimait. Alors que sa sœur, elle, vivait dans une résidence sans odeur désagréable où elle partageait sa collation d'après-midi et un endroit qu'elle était heureuse d'avoir choisi. Bon, j'étais une enfant. Mes critères de qualité étaient très simples. Malgré tout, même à cet âge, je trouvais injuste que mes proches n'aient pas tout accès aux meilleurs soins. Et ce phénomène n'est pas nouveau. Déjà, dans la Grèce antique, on exhortait les médecins face aux maladies d'avoir deux choses à l'esprit, faire du bien ou au moins ne pas faire de mal. Si beaucoup de choses ont changé depuis, cette devise reste pourtant d'actualité. Et même si la majorité d'entre nous reçoivent des soins sécuritaires, selon l'Institut canadien d'information sur la santé, une hospitalisation sur 17 au pays continue d'être théâtre d'au moins un préjudice. Et chaque année, environ un patient sur 10 recevant des soins à domicile est victime d'un événement indésirable, dont la moitié sont jugés évitables. Et avec la pression sur les systèmes de santé et la nécessité pour eux de s'adapter rapidement à des changements constants, une situation qui prévaut maintenant absolument au Canada comme ailleurs dans le monde, les risques et les disparités peuvent s'accentuer. C'est le cas pour plusieurs dimensions clés pour assurer des soins de qualité et les soins de sécurité. Ça inclut les soins centrés sur les personnes. Par exemple, il y a plusieurs années, un de mes amis a dit à moi, quand je suis malade, je ne suis pas bilingue. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Aussi, nous considérons les services de santé sécuritaire qui ne causent pas de préjudice évitable.
les soins accessibles, c'est-à-dire un accès ponctuel et équitable, les soins appropriés, fondés sur les données probantes et centrés sur la personne, et les soins intégrés, qui sont continus, bien coordonnés et favorisent des transitions fluides les uns à les autres. Il y a énormément de lieux partout d'espoir au pays, avec des innovations fantastiques qui ont une valeur concrète. Mais trop souvent, ces innovations sont accessibles uniquement aux quelques personnes qui ont la chance de vivre dans la région de l'innovateur ou d'être soignées dans son cabinet. Monique Bégin, ancienne ministre de la Santé, est réputée d'avoir dit, dans le domaine de la santé, le Canada est un pays de projets pilotes perpétuels, précisant qu'il est rare que les projets ayant fait leur preuve se transforment en programmes stables et subventionnés et que les résultats des projets pilotes soient transférés dans d'autres régions. Je suis prêt à parier que nous avons tous des histoires sur 1 ou 10 ou 20 innovations qui nous ont échappé. Pour moi, par exemple, cela a longtemps été la santé virtuelle. Depuis ma première expérience au Danemark, où j'ai vécu il y a quelques années, j'ai souhaité que cette option devienne disponible ici pour moi et pour toute la population. J'avais une infection à l'œil. Et plusieurs jours après ma visite chez l'ophtalmologiste, mes symptômes n'étaient toujours pas améliorés. J'ai téléphoné au cabinet et j'ai appris que ma spécialiste, elle était en vacances pour plusieurs semaines. Alors, j'ai donc envoyé un courriel à mon médecin de famille pour lui demander s'il pouvait m'aider. Il m'a répondu tout de suite. « Ne vous inquiétez pas, m'a-t-il dit. » Il a consulté mon dossier électronique pour savoir quels médicaments on m'avait prescrits et pour voir les résultats du prélèvement effectué par l'ophtalmologiste. Il m'a alors prescrit un autre antibiotique. Pas besoin de me rendre au cabinet. J'ai pu aller directement à la pharmacie de ma choix pour faire exécuter mon ordonnance. Ne pas avoir me rendre à la clinique avec ma vision brouillée, ce n'avait pas de prix. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Je vous invite à répondre dans la fenêtre de clavardage. Quelle serait une innovation dans un contexte d'amélioration de l'accès à des services de santé en français, notre thème de jour, l'innovation que vous avez aimée ou vous aimeriez avoir, à laquelle vous croyez, qui a des résultats éprouvés, que vous souhaiteriez voir diffusés et mis à l'échelle. Et pendant que vous pensez, pendant que vous écrivez, peut-être Véronique, je peux tourner à toi pour vous demander, est-ce que vous avez une innovation à la tête, quelque chose qui vraiment vous aimeriez voir à l'échelle? Oui, Jennifer, et j'en ai même parlé hier. Oh. En fait, ouais, parce que je ne comprends pas qu'en 2022, on n'ait pas une carte santé universelle, un peu comme une carte bancaire, qu'on puisse arriver, peu importe dans quel hôpital, quelle clinique, peu importe où en province ou encore même à l'échelle nationale, et que nos données médicales, notre dossier médical nous suivent, notre adresse, quand c'est mis à jour, c'est mis à jour. Et puis, on n'a pas à perdre notre temps ou à faire perdre le temps des gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Alors, moi, c'est ce que je souhaite, une carte santé. Et surtout, je vois dans le chat Diane qui dit une carte santé qui indique notre langue maternelle. Oui, aussi, parce que ça ferait partie de nos informations. Merci, Diane. Annie dit qu'elle m'appuie à 200%. Alors, ça doit être quand même une bonne idée. Merci, Annie. Et vous avez des amis pour le faire. Oui, c'est ça. Excellent, excellent. Alors, continuons la discussion des innovations. S'il y a d'autres choses qui arrivent dans le chat, nous pouvons continuer ou nous pouvons... Oui, il y a d'autres choses, Jennifer. Il y a quelqu'un qui dit « Identification systématique des professionnels bilingues ».
Et il y a aussi, ça c'est Frédéric, merci. Antoine dit des services de santé mentale de qualité en français. Et il y a Denis qui dit accès virtuel à le médecin de famille francophone, un app, comme une application, qui nous laisse savoir où sont les prestataires des services en français. Très bonne idée. Diane dit identification d'un patient, identification du professionnel et jumelage entre les deux. Et on a aussi langue de choix, car la langue maternelle n'est pas nécessairement toujours le français. Voilà, et ça continue. Que l'accès linguistique fasse systématiquement partie de toutes les discussions portant sur la santé et la sécurité des services de santé. Et voilà, ça c'est Geneviève, merci. Et je termine avec Stéphanie, accès à notre propre dossier médical de façon électronique. J'en reviens pas, comment ça se fait qu'on n'est pas là? Alors, beaucoup d'idées et quelques-unes sont déjà implantées dans un endroit ou l'autre. Alors, nous avons des opportunités pour voir qu'est-ce qui a fonctionné pour faire comme ça et comment est-ce que nous pouvons les mettre à l'échelle. Alors, merci à tous et à toutes qui ont contribué et merci Véronique et maintenant, merci aussi à tous les amis de Véronique qui ont la même idée pour le faire. Alors, il y a tellement d'idées comme ça, tellement d'innovations et c'est l'opportunité de voir comment est-ce que nous pouvons les faire, comment est-ce que nous pouvons les avancer. Et quand nous pensons de ça, nous avons besoin aussi de penser et d'être réels parce que les bonnes idées et les pratiques prometteuses peuvent aussi de temps en temps disparaître. Mais ce n'est pas une fatalité, comme nous avons pu le constater plusieurs fois durant la pandémie. Alors, parlons de quelques-uns. Et l'un dont j'ai parlé, les soins virtuels, représente un des premiers exemples. Au début de la pandémie, leur adoption a augmenté plus rapidement en quelques semaines que durant les années précédentes. Et bien évidemment, j'aurais préféré que cette option se démocratise sans qu'on ait à subir une pandémie, bien sûr. Mais nous avons maintenant une chance d'envisager l'avenir et l'optimisation de cette pratique pour voir l'utilisation quand et comment appropriée des différentes manières d'avoir accès aux soins, par exemple. Et à l'échelle mondiale, un autre exemple, la vaccination contre la COVID. Près de 13 milliards de doses avaient déjà été administrées dans le monde. Et nous devons reconnaître, bien sûr, que le processus de diffusion n'était pas parfait et que la vaccination est malheureusement arrivée trop tard pour beaucoup de personnes. Il reste encore du travail à faire au Canada et dans le monde. Mais pour moi, qui suis la fille d'une infirmière en santé publique et en survécu à la polio, il y a de quoi se réjouir quand on voit la rapidité et l'échelle à laquelle cette innovation a été adoptée tout autour du monde. Et parmi les innovations qui peuvent être rapidement mises à l'échelle dans les bonnes circonstances, toutes ne sont pas technologiques. Avant la pandémie, nous collaborons avec des centaines d'établissements de soins de longue durée afin de renforcer les soins centrés sur la personne pour les personnes atteintes de la démence. Quand la pandémie a frappé, nous avons reçu les commentaires, tant des établissements touchés par la première vague que de ceux qui désiraient s'y préparer au cas qu'ils le seraient plus tard. Nous avons entendu des histoires déchirantes. Les éclosions en contexte de soins de longue durée sont rapidement devenues l'enjeu primordial en matière de la sécurité des patients au pays. Nous devons, aux personnes concernées, d'en tirer les leçons et de nous améliorer. Et des résidents, des familles, des membres du personnel des établissements et de la santé publique et d'autres aussi ont fait preuve d'une générosité incroyable et nous ont fait part de leur expérience pour nous aider à définir 6 pratiques prometteuses de réduction de risque
parmi laquelle la prévention de base des infections, la réponse aux éclosions, la présence sécuritaire des familles ou encore le soutien au personnel des établissements. Et nous avons commencé avec 40 établissements de soins de longue durée et résidences pour les personnes âgées à l'été 2020. Aujourd'hui, nous collaborons avec plus de 1500 qui mettent en œuvre ces pratiques. Et ensemble, ils servent plus de 180 000 résidents. Les 3/4 des participants rapportent déjà des améliorations de l'expérience des résidents et de leurs familles, des résultats pour la santé et des améliorations de la vie de travail ou de l'efficacité des soins. Un établissement à la fois, nous avons affronté la pandémie en apprenant ensemble. Et c'est un processus continu de le faire, bien sûr. Donc, même si c'est vrai que le Canada peut être le pays des projets perpétuels de pilote de Monique Bégin, ce n'est pas toujours le cas et rien ne l'y oblige. Malgré tout, nous avons l'opportunité et nous devons reconnaître qu'il n'y a aucune garantie de succès. C'est un travail à faire et un travail à faire ensemble. Pour faire de progrès, nous devons pérenniser les innovations éprouvées pour qu'elles se poursuivent. Nous devons les diffuser pour qu'elles s'implantent ailleurs et en isoler les éléments fondamentaux essentiels à reproduire pour obtenir des résultats. Et nous devons aussi mettre en évidence des éléments à adopter au contexte local. Enfin, nous devons mettre à l'échelle ces innovations pour qu'elles aient une portée sur toutes les personnes qui pourraient en bénéficier. Rien de tout cela n'arrive spontanément, mais on nous apprend rarement comment y parvenir. Mais elle existe et je peux dire aussi, il existe certaines idées reçues qui sont tout simplement fausses. Nous allons en aborder 4 et comment est-ce que nous pouvons les régler. Alors, premièrement, dès notre plus jeune âge, nous entendons parler des héros de l'invention, comme Marie Curie ou Alexandre Graham Bell. Et c'est vrai, on peut souvent attribuer une invention à un seul individu. Mais on fait alors fi du riche héritage d'idées qui ont servi à cet individu, ou la communauté élargie ayant rendu l'innovation possible. Cependant, cette idée reçue ne fonctionne pas quand il est question de diffusion et de mise à l'échelle d'innovation. Comme le suggère le kaléidogroupe sur cette œuvre tirée de l'exposition Heart of Healthcare, c'est des équipes et non des héros individuels dont nous avons besoin. L'excellence s'épanouit dans les environnements résilients, propices à la participation et culturellement sécuritaires. En reconnaissant l'importance des relations, ces environnements permettent de créer un espace et des capacités pour les patients partenaires, de préparer et de soutenir le personnel et les équipes de soins pour mobiliser les patients, et de veiller à l'appui de la direction et à l'orientation stratégique. C'est ni un projet à court terme, ni une tactique. Ce n'est pas non plus une liste de vérification. Il s'agit vraiment d'une différence culturelle, d'une façon différente de travailler. Et si ça vous intéresse dans le contexte des idées qui sont dans le chat ou en général, je vous invite à participer avec nous. Par exemple, notre site web offre une vaste gamme de ressources pour vous y aider. Et nous avons aussi une série centrée sur l'action
autour de l'établissement d'une culture de la sécurité à laquelle vous pouvez vous maintenant inscrire. Alors, c'est le premier. Deuxième idée reçue. Disons que nous avons la bonne équipe, la bonne culture et les bons partenariats en place. Il serait tellement tentant de juste se lancer. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas toutes les idées qui devraient être diffusées partout. Certaines innovations peuvent prospérer incroyablement bien dans un contexte particulier, mais dépendre des caractéristiques propres à cet environnement. Elles échouent donc ailleurs. D'autres innovations ont été efficaces par le passé, mais ne sont pas optimales. Et certaines de nos idées préférées ne donnent simplement pas les résultats voulus. Alors, le succès dépend de la capacité à circonscrire ou à retirer certaines innovations, tout comme de la capacité à diffuser et à mettre à l'échelle les innovations ayant le plus fort potentiel. Il y a quelques années, je parlais avec un professeur dont les recherches portaient sur l'innovation. Il m'a demandé, et qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez choisir les gagnants? Oups. Cet échange m'a incité à explorer les données probantes et à chercher des moyens d'améliorer les probabilités de succès. Vous vous demandez si une innovation fonctionnera dans votre contexte? Il existe actuellement des évaluations de préparation à la réception ou de degré de préparation à la diffusion que vous pouvez utiliser. Et voulez-vous assurer que votre dernière initiative ne disparaisse pas avec le temps? C'est ici que les outils de réussite à long terme entrent en jeu. Il est possible de tirer parti de ces outils et d'autres ressources tant à l'échelle d'un organisme que de la manière plus générale. Et les communautés, comme a réuni la Société Santé en français, sont des excellentes sources d'idées, de connaissances et d'énergie aussi. Nous avons l'opportunité d'utiliser les liens faits et les ressources partagées pour avancer les innovations les plus prometteuses. OK, passons à la troisième idée reçue. En général, il faut bien des efforts coordonnés pour mettre en place de nouvelles pratiques à grande échelle, même s'il est tentant de croire que les bonnes idées se propagent d'elles-mêmes. Après tout, c'est évident qu'elles sont bonnes, non? Mais même si la science de la mise en œuvre est relativement récente, les connaissances qu'elle apporte peuvent contribuer à combler plus rapidement le fossé entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Les approches éprouvées, comme les projets collaboratifs d'amélioration, les défis d'innovation ouverte et les laboratoires des politiques, pour en nommer seulement quelques-unes, augmentent les probabilités de réussite de la diffusion et de la mise en échelle. Prenons l'exemple du projet collaboratif de médecine connectée. Des équipes de 7 provinces et le ministère de la Défense se sont associées pour diffuser des innovations mises au point à Ottawa et à Vancouver. En plus d'accélérer l'accès aux médecins spécialistes, plus de la moitié des consultations en ligne ont permis d'éviter une consultation en personne et 2 sur 5 ont permis d'éviter une visite à l'urgence. Ils ont fait ça, ils ont eu ces résultats en utilisant la science et la science de la mise en œuvre et la science d'implémentation. OK, finalement, quatrième idée reçue. Même après avoir posé de bonnes fondations, d'évaluer soigneusement le degré de préparation et tirer parti des enseignements de la science de la mise en œuvre pour faire progresser une innovation, il arrive malheureusement que des innovations rencontrent des obstacles à la mise à l'échelle. Il est tentant de croire qu'il suffirait d'y mettre seulement plus d'efforts. Mais la réalité, c'est que
ce qui nous a menés ici vous mène rarement plus loin. Les approches attirant les utilisateurs précoces ne sont pas celles qui permettront de promettre l'excellence des soins à tous les patients et à tous les professionnels de la santé dans toutes les régions du pays. À grande échelle, il s'agit fondamentalement de faire en sorte que la bonne chose à faire devient plus facile à faire. Il ne faut pas croire qu'il suffit de gens bien intentionnés qui travaillent très fort pour mettre en œuvre une idée. La sécurité et la qualité des soins ne sont pas le fruit d'hasard, elles se conçoivent. Nous avons besoin d'un leadership favorable à la sécurité qui va établir des objectifs d'amélioration, afficher des comportements positifs, fournir des ressources et un soutien approprié, nourrir l'espoir et enrichir l'expérience de faire mieux et possible, par exemple. Chaque jour ou même chaque minute, nous devons adopter des mesures de première ligne pour favoriser la sécurité des soins, en ayant meilleure conscience des problèmes afin de les détecter plus tôt. Cela permet de prendre des mesures avant que la sécurité des patients soit menacée. Et nous devons aussi nouer des partenariats avec les patients et les partenaires de soins, car la sécurité des soins est un effort collectif. Finalement, nous devons apprendre les pratiques appuyant les comportements sécuritaires, comme la mesure et la communication d'informations sur la sécurité et la qualité, ainsi que le renforcement des capacités en matière d'amélioration de la qualité. Tout ça se joue de différentes façons. Nous axons nos efforts non seulement sur l'absence de préjudice, mais aussi sur la création active d'un environnement où la sécurité est présente. Cette idée se fonde sur les travaux de Charles Vincent et ses collègues en Europe et sur l'expérience concrète au Canada. Il faut imaginer la sécurité comme une corde composée de 5 brins. Le premier est peut-être le plus évident. Les soins du patient étaient-ils sécuritaires dans le passé? Avons-nous appris des préjudices passés? Et avons-nous contribué à la guérison après un préjudice? Le deuxième, nos systèmes et processus cliniques sont-ils fiables pour tout le monde en tout le temps? Et ensuite, il faut penser à la sensibilité au déroulement des activités. Ou, dit plus simplement, les soins sont-ils sécuritaires aujourd'hui? On parle ici de détection précoce des problèmes pour pouvoir prendre des mesures avant que la sécurité des patients est menacée. Par la suite, les soins seront-ils sécuritaires à l'avenir? L'anticipation et l'état de préparation demandent de prévoir et d'envisager les problèmes et les risques possibles pour permettre aux personnes concernées d'élaborer des plans et de se préparer. La remise en question est encouragée même lorsque tout se passe bien. Par exemple, lorsque nous avons parlé à des établissements de soins de longue durée ayant subi des éclosions au début de la pandémie, ceux-ci ont dit que leur premier conseil aux établissements était de connaître la réponse à une question. En cas d'éclosion, à qui téléphonez-vous en premier et quelle aide pouvez-vous espérer de cet appel? Et finalement, enfin, c'est aussi important de penser à l'intégration et l'apprentissage. Réagissons-nous et faisons-nous des améliorations. Alors, avec tout ça en tête, nous revenons ainsi à mon point initial, soit que chaque personne au Canada espère et mérite des soins et des services de santé d'excellence. Mais il nous reste encore du chemin à faire.
La sécurité des patients et la qualité des soins et des services ne se créent pas spontanément. Mais ensemble, nous pouvons en faire une réalité, y compris rebâtir les soins pour les améliorer et les rendre plus justes alors que nous entrons dans la prochaine phase de la pandémie. Pour cela, nous devons nous débarrasser de nos idées reçues et nous unir pour tirer parti de ce qui fonctionne et diffuser, mettre à l'échelle et pérenniser les innovations éprouvées. C'est dans cette optique qu'est née Excellence en Santé Canada l'année dernière. Vous connaissez peut-être l'Institut canadien pour la sécurité des patients et la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Nous sommes fusionnés pour que l'échelle de nos solutions corresponde mieux à l'ampleur des défis auxquels font face les systèmes de santé, pour être un plus grand moteur de changement, ensemble et avec vous. Et notre intention est de bouleverser les préjugés sur la diffusion des innovations de 4 façons. Premièrement, en trouvant les innovateurs qui s'attaquent aux problèmes difficiles et en créant des liens entre eux. Deuxièmement, en favorisant l'adoption rapide d'innovations éprouvées qui renforcent la sécurité des patients et tous les aspects de l'excellence en santé. Troisièmement, en renforçant les capacités et les cultures qui favorisent le changement et la résilience. Et finalement, en catalysant les changements de les politiques et les structures qui favorisent les bonnes pratiques à s'adapter. Ce n'est rien que l'excellence est au cœur de notre union. C'est notre aspiration. C'est un appel à l'action et à l'inclusion. Un objectif que nous définissons ensemble. Parce que nous savons que c'est vous, nos partenaires, c'est ça que vous cherchez au quotidien. Et que nous voulons être là avec vous en unissant nos forces pour offrir de meilleurs soins. Et c'est aussi parce que nous voulons que des enfants que nous ne voulons plus que les enfants se demandent, comme moi à l'époque, pourquoi leurs proches ne reçoivent pas la même qualité de soins. Si je ne pouvais rien faire à l'époque, j'ai ce pouvoir maintenant, tout comme vous. Et j'espère que vous vous joindrez à nous et à d'autres personnes de partout au pays qui sont convaincues que chaque personne au Canada espère et mérite des soins et des services de santé d'excellence. Nous n'y sommes pas encore, mais nous pouvons y arriver et devons appliquer encore plus judicieusement nos efforts ensemble pour offrir plus. Alors, allons-y ensemble. Et maintenant, allons-y à Véronique et les questions et l'opportunité pour avoir une discussion. Et je vais fermer mes acétates pour ce que nous pouvons nous voir. Véronique, à toi. Merci, Jennifer. Tellement intéressant. Je pense que ça fait quand même 2 jours là, qu'on parle de collaboration, de partenariat, de travailler ensemble. On entend beaucoup ça. Et je pense que les membres du réseau veulent absolument travailler. Hier, on avait un super exemple. Allez-y avec vos questions, hein, soit dit en passant. Pour Jennifer, moi, je vais m'assurer d'aller voir le clavardage, puis je vais relayer vos questions à Jennifer. Mais je pense que c'est intéressant. Hier, on a des gens de l'île du Prince-Édouard qui prenaient des idées de quelqu'un qui était en Ontario et quelqu'un qui était au Yukon. Et ça, je trouve ça fantastique. Hier, quand je suis allée, en fait, au souper en famille, je parlais de ça avec mes enfants puis avec mon mari, puis je disais, c'est beau de voir ça. C'est beau de voir qu'il y a des choses qui fonctionnent dans certaines provinces, puis on n'y a pas pensé dans d'autres régions ou d'autres provinces, puis là, on travaille ensemble. Je pense que c'est ça aussi le but, hein, Jennifer? Absolument. La chose que je trouve toujours intéressante, c'est que personne n'a toutes les réponses, mais
chacun a des réponses. Alors, nous avons tous les opportunités d'échanger et de partager, d'apprendre entre la collectif parce que, principalement, nous avons les mêmes défis. Alors, ensemble, nous avons beaucoup plus de connaissances et beaucoup plus d'espoir aussi pour y arriver. Et si nous mettons ensemble ces connaissances, ces opportunités d'apprendre ensemble avec les outils, avec les connaissances de comment est-ce que nous pouvons faire pour mettre les innovations, les améliorations à l'échelle et d'être certains qu'ils sont pérennes. Comme ça, nous avons beaucoup plus d'opportunités. On a une question, Jennifer, de Antoine Desilets, qui est directeur général de la Société Santé en français. Donc, d'abord, merci, Jennifer. Votre vision de la santé est rafraîchissante. Selon vous, comment on fait comprendre cette vision globale de la santé aux décideurs qui organisent nos systèmes? Très bonne question. Excellente question et je pense que c'est quelque chose que Antoine sait bien parce que c'est aussi un défi de la Société Santé en français d'avoir cette communication qui vient des connaissances de tout le monde, d'apprendre et avoir des discussions pour vraiment comprendre à la pointe première ligne, à la pointe de service, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on pouvait faire les liens avec les décideurs. Et c'est pour ça que nous travaillons avec, oui, absolument, les équipes qui sont sur le terrain et aussi avec les décideurs, avec les questions politiques. Parce que c'est dur pour les gens sur le terrain si les structures, si les politiques empêchent leur travail au lieu de les aider. Et je pense qu'il y a des opportunités comme cette discussion aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ici, mais aussi à plus grande échelle pour ramener les idées, comme les uns qui étaient dans le chat. C'est où est-ce que nous avons les opportunités et de regarder comment est-ce que nous avons les liens avec les objectifs de politique. Si nous regardons les objectifs d'une province à l'autre, tout le monde a un objectif d'accès, par exemple. Tout le monde a un objectif de regarder les disparités. C'est un petit peu différent d'un endroit à l'autre, mais les grands objectifs, ils sont communs. Alors maintenant, c'est l'opportunité de faire le lien entre, OK, et nous avons des idées, comme tu as dit, Véronique, des idées de l'Île-du-Prince-Édouard, des idées de Moncton, des idées de Victoria, des idées de n'importe où nous pouvons rassembler ces idées et les opportunités pour voir comment est-ce que nous pouvons contribuer à vraiment les grands politiques et comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que nous pouvons les réaliser. Et c'est ça que les gens qui travaillent à cette échelle veulent. Hein? Ils ne veulent pas seulement les écrire sur un papier, dans un rapport. Ils veulent qu'ils soient implantés dans le réseau. Alors, c'est ça les liens que nous pouvons faire. Je pense aussi que c'est frustrant. Hier, j'entendais, je pense que c'est Paul de l'Alberta qui disait avec les changements de politiciens, c'est pas toujours facile parce que arrive un nouveau premier ministre, une nouvelle ou un nouveau ministre à la tête de la santé et on change la vision et parfois on change vraiment beaucoup la vision. Alors, quand on travaille avec les décideurs, il faut toujours tenir compte de ça. C'est pas toujours facile. Des fois, il faut retourner à la case départ. Et donc, je partage vraiment avec vous, chers gens du réseau, vos frustrations et souvent vos déceptions aussi parce qu'on met quelque chose en marche et tout d'un coup, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et puis là, c'est tout à recommencer. Mais il faut persévérer, ça c'est certain. On a un commentaire de Marianne. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce possible d'obtenir une copie de la présentation pour que nous puissions la partager avec nos collègues responsables d'outils et de ressources virtuelles pour la santé mentale? Jennifer, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est disponible sur votre site Web? C'est pas disponible sur le site Web maintenant, mais je pourrais le faire. Probablement le plus simple. Je ne sais pas si la Société Santé en français, je vois Lise avait les diffusés, je vois Lise dire oui. Alors, oui, de sa part. Peut-être, Lise, nous pouvons parler après parce que pas de problème de ma part. Seulement une question de
question pratique. Comment le faire mieux? Parce que je n'ai pas les adresses courriels pour tout le monde qui est ici. Aucun problème. On s'occupe de ça. Merci beaucoup, Jennifer. 3 questions. Donc, Frédéric, y a-t-il des démarches entre les systèmes de santé des provinces et territoires pour partager les bonnes pratiques? Oui, il y en a. Alors, par exemple, nous avons une table qui réunit toutes les provinces et tous les territoires pour parler spécifiquement concernant la qualité et la sécurité des soins. Il y a une autre table où nous avons été invités il y a quelques semaines pour avoir une discussion avec les provinces de l'Ouest. Il y a une autre avec les provinces de l'Est. Il y a des autres aussi. Alors, il y a des tables qui réunissent tous les provinces et territoires. Il y en a des autres qui réunissent plusieurs à l'échelle régionale. Oui, et on entendait justement là, hier Table de l'Ouest, là, une rencontre qui aura lieu prochainement. Paul, justement, on vient de parler de Paul, qui je pense est en Alberta. Les provinces veulent plus d'argent pour la santé. On en parle depuis hier, cette fameuse rencontre qui était à Vancouver. Et Justin Trudeau a répondu qu'il faudrait que les provinces acceptent des conditions. On a l'impression qu'on tourne en rond sur cette question. Hein? Faudrait ajouter les services en français comme condition? Jennifer? Alors, je pense que c'est une discussion qui a eu lieu pour plusieurs décennies concernant l'argent et les conditions. Mais maintenant, ils sont en tour d'avoir une négociation. Alors, je ne sais pas exactement où ils vont arriver, mais une des choses que je sais, c'est que s'il y a des défis en commun, il y a plus de probabilité qu'ils sont sur la liste. Si c'est un défi qui est spécifique à une région et une autre, il y a moins de chances. Et nous sommes ici parce qu'il y a un défi commun tout autour. Oui, exactement. Donc, message très clair. Probablement que les différents ministres dans les différentes provinces savent, il y en a peut-être qui le savent moins, qu'il y a des défis très, très spécifiques aux services de santé en français. Alors, on va compter sur eux pour relayer le message, mais très certainement que ce serait apprécié que ce soit une des conditions. On sait qu'il y a d'autres conditions. Là, j'entendais toutes sortes de choses ce matin dans les bulletins de nouvelles, là, de partager des listes pour avoir accès aux usagers du système et toutes sortes de choses. On espère juste que ça se règle, hein, parce que au bout du compte, c'est les patients, les usagers qui doivent avoir des services améliorés. Alors, on espère que Justin Trudeau et les premiers ministres des provinces, il y a une rencontre là, bientôt parce que ça n'a pas l'air à fonctionner très bien avec le ministre de la Santé. Bon, Denis Fortier veut savoir, les grands objectifs sont plus ou moins communs, mais chaque province et les enjeux politiques sont des variables difficiles. Et ajoute que la santé des minorités francophones ne sont pas nécessairement prioritaires. Intéressant. C'est un bon commentaire. Est-ce que vous voulez renchérir là-dessus, Jennifer? Eh bien, c'est absolument correct qu'on ne peut pas faire un copy-paste. Hein? Même si les grands objectifs sont les mêmes, on doit vraiment faire l'analyse pour voir quelles sont les caractéristiques d'une innovation ou d'un avancement qui sont en commun, qu'on peut partager et où est-ce que nous avons absolument besoin d'adapter au contexte local pour avoir du succès. C'est les deux qu'on doit faire. Et ce n'est pas nécessairement facile, hein? Mais c'est ça le défi. Oui, je suis d'accord avec ça. Antoine veut savoir, on entend souvent l'importance de l'innovation dans les priorités des systèmes de santé, mais vous avez tantôt noté avec justesse que l'innovation n'offre aucune garantie de résultat. Comment peut-on réconcilier ce concept avec la responsabilité des gouvernements de bien utiliser les fonds publics? Est-ce possible d'allier ces deux notions, selon vous? Oui. Alors, très bonne question, comme toutes les questions ont été. Je pense qu'on a besoin de penser, premièrement, c'est quoi les objectifs qu'on cherche et d'être absolument précis concernant les objectifs. Quand nous commençons d'implanter une innovation, nous devons regarder, est-ce qu'on réussit à atteindre ces objectifs? Il y a des innovations où ils ont été très proches de ma cœur et n'ont pas marché. Et c'était difficile de dire bye-bye à ces innovations-là, mais c'est absolument nécessaire
parce qu'on doit mettre tous nos efforts aux innovations qui vraiment, dans la réalité, quand nous regardons sur le terrain, ont des résultats concernant les premiers objectifs. Alors, je pense que la manière de les relier, c'est de vraiment être clair concernant l'objectif et comment est-ce que nous allons savoir si un changement est une amélioration. OK, parfait. On a un commentaire de Sandra. Ah ben, c'est le temps de mettre les services en français comme enjeu commun en santé. Oui, Sandra. Merci pour le commentaire. Et il y a Jérémy qui veut savoir, y a-t-il un lien entre les travaux d'excellence en santé sur la sécurité des patients, les approches centrées sur le patient, la personne, en diagonale, là, la personne, et l'univers de la recherche, notamment, là, il y a des acronymes que je ne connais pas. Alors, je vais dire, et notamment la SRAP, donc stratégie de recherche axée sur le patient, ou SPORE en anglais, je pense, ou C. En tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça? Pardonnez-moi l'ignorance sur les acronymes. Nous avons une excellence en acronymes dans le système de la santé. Puis des fois, même, on prend un acronyme, puis on en fait un plus long ou un plus court. Mais on parle d'un acronyme, puis on en crée un autre. Et là, on est tous mélangés. C'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose où on n'a pas besoin de les mettre à grande échelle. Nous avons déjà les acronymes à grande échelle. Oui, il y a des liens à la question. Alors, il y a des liens dans plusieurs façons. Une façon, c'est que nos travaux concernant la sécurité des patients et les approches centrées sur la personne sont basés sur la recherche, sur l'information concernant comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on fait pour le faire. Il y a aussi des liens dans certaines initiatives. Je viens de parler de l'initiative que nous avons faite avec les centres de soins de longue durée. Ça, c'était un partenariat avec IRSC. Alors, IRSC a fait des subventions pour les chercheurs. Nous avons fait le support pour les établissements et ensemble, nous avons procédé. Alors oui, il y a des liens. Excellent. J'espère que ça répond à votre question. Jérémy, Lise vient tout juste de dire que les présentations seront disponibles prochainement dans la librairie de FansLab. Alors, vous allez voir dans le menu, il y a le coin causerie, il y a la librairie, donc c'est là. Donc, vous allez cliquer et puis vous allez pouvoir retrouver la présentation de Jennifer. Y a-t-il d'autres questions? C'est le temps ou jamais. Il nous reste peut-être le temps pour une dernière question. Ah oui, on en a une. Merci Jennifer pour votre exposé très intéressant et pertinent. Je pense qu'un des enjeux principal est l'accès des services de santé en français. Comme dans l'innovation, l'accessibilité des services peut être pris en compte d'une manière plus efficace. C'est plus un commentaire, mais j'imagine que vous êtes d'accord avec ça, Jennifer. Oui, et je pense qu'il y a quelques participants qui ont leurs mains. Ah, les gens ont les mains levées, oui, je vois ça, là. On peut aller peut-être à Jacinthe. Êtes-vous là, Jacinthe? Oui, je me demandais si vous avez parlé qu'il y a des tables de discussion des provinces dans votre organisation d'excellence en santé, puis je me demandais si la question des services de santé dans sa langue était discutée dans ces tables-là. Quand vous dites on discute de la sécurité des patients, est-ce que ça inclut de discuter de l'accès à des services dans sa langue quand on discute de sécurité des patients? Alors, très bonne question. Nous avons absolument discuté la sécurité culturelle qui a plusieurs aspects. Alors, oui, la langue, mais aussi d'autres types de considérations concernant la sécurité culturelle. D'accord, merci. Excellent. Merci beaucoup, Jacinthe, pour votre question. On s'en va maintenant au Manitoba avec Annie qui a une question. Oui, ça va un peu dans le sens de Jacinthe. Alors, c'est ça. Donc, les travaux, souvent, comment dire, sont assez généraux au niveau canadien, comme Excellence en santé ou autre. Les travaux qui se font au niveau de la sécurité des patients, de la clientèle, quoi. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir une approche en mettant des lunettes spécifiques? Des lunettes, comment dire, une approche face aux populations les plus vulnérables. Et je pense que, comment dire, les populations les plus vulnérables, on pourrait mettre justement la population francophone qui ne reçoit pas
ses services en français, qui peut la mettre dans des situations difficiles. Ça peut être les populations autochtones et autres. Alors, les travaux sont souvent, dire, OK, c'est ça les priorités, c'est ça qu'on doit attaquer, mais on oublie toujours cette lentille-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des façons qu'on peut vous appuyer là-dedans pour s'assurer que cette lentille-là pour servir la population francophone ne soit pas oubliée, parce que c'est toujours ces enjeux-là auxquels on fait face. Il y a les grandes priorités, on reste dans le général face à la population générale majoritaire, mais on oublie les autres clientèles. Très bonne question, Annie. Merci pour ça. Et nous avons eu des discussions avec Antoine et Lise, juste pour un exemple, il y en a plusieurs. Le programme Force est un programme de développement de leadership. Alors, c'est les équipes qui viennent à ce programme-là et les équipes choisissent le projet qu'ils veulent travailler là-dessus. Alors, les équipes peuvent venir avec un focus sur services de santé en français ou d'autres équipes aussi, avec d'autres priorités, peuvent absolument venir avec leurs considérations en spécifique. Merci Annie et merci Jennifer. Dernière question rapidement, le temps file. Madame, et j'espère bien prononcer votre nom, Oureye-Sec, donc qui est directrice générale de l'entité 4 en Ontario. La parole est à vous. Merci. Malheureusement, ma caméra ne fonctionne pas. Donc, c'est Oureye-Sec. Vous l'avez prononcé Oureye-Sec, c'est ça. Donc, moi, merci Jennifer. J'avais posé le dernier commentaire. C'était vraiment une question. Par rapport aux ressources humaines au niveau des professionnels de la santé, on sait que c'est très difficile pour les francophones d'avoir un médecin, d'avoir une infirmière, d'avoir dans les régions où on est minoritaire ces ressources. Je me disais qu'on parlait ici d'innovation. Est-ce qu'au niveau de l'innovation, comment on peut intégrer cette lentille de ressources humaines qui devient de plus en plus très sérieux au niveau de l'Ontario en tout cas, comment on peut l'adresser, cette façon de voir le manque de ressources humaines et comment au niveau de l'innovation on peut mettre un pilier là-dedans pour que ça s'améliore un peu au niveau en tout cas de l'Ontario. Merci. Alors, question très importante et aussi très grande. Alors, je vais essayer dans une minute parce que je sais que Véronique, vous avez besoin d'une minute aussi pour la transition. Mais c'est une question on a besoin de tous travailler là-dessus. Ce n'est pas une chose ou l'autre, c'est beaucoup de choses qu'on a besoin de faire et ce n'est pas question nouveau. Les défis avec les ressources humaines dans le système de santé ont été là avant la pandémie, sont maintenant plus durs. Alors, nous avons beaucoup à faire là-dessus, mais pas dans une minute. Alors, si vous êtes intéressés, peut-être nous pouvons nous connecter pour en plus discuter pour un prochain moment. Pas de problème. Merci beaucoup. C'est tellement une question importante. Merci de l'avoir posée. Puis merci, Jennifer. Puis oui, en effet, le système de la santé a été éprouvé. On a vu l'exode de plusieurs professionnels de la santé pendant la pandémie, malheureusement, puis on comprend pourquoi. En même temps, là, ça a été tellement terrible, tout ce qui s'est passé. Puis c'est partout, hein? C'est partout. Le système de la santé, c'est fou ce qui se passe, mais tout le monde parle de main-d'œuvre. C'est tellement fou, là. On ne parle que de ça. Où ils sont les employés? Où ils sont les travailleurs? On a besoin de travailleurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui va régler ça, mais c'est une très, très grande question, mais ce serait très intéressant d'en discuter davantage. Merci beaucoup, Jennifer Zellmer, pour votre générosité, votre présentation innovante, et puis on vous souhaite bonne chance pour la suite avec Excellence Santé au Canada. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.